Salam alaikum chers étudiants, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de structure dans l'entreprise, les structures organisationnelles. Je vais essayer dans une vidéo unique de faire le tour de la question de toutes les notions essentielles que vous devez connaître en rapport avec la structure. Donc nous allons définir la structure, ensuite nous allons faire un petit rappel de la théorie de la contingence, c'est important pour comprendre les déterminants de la structure. Nous allons identifier les organes, les trois organes dans l'entreprise et leur nature. Ensuite, nous allons voir les critères de bureaucratisation versus flexibilité, c'est-à-dire quels sont les trois critères qui font que l'entreprise aura tendance à être une entreprise bureaucratique et mécaniste ou à l'inverse une entreprise qui sera flexible et agile. Donc quels sont ces critères qui déterminent cette flexibilité ou bureaucratisation si vous voulez. Ensuite, nous allons voir les liaisons dans la structure, puisque la structure détermine aussi la nature des liaisons, c'est-à-dire des différents liens, qu'ils soient hiérarchiques ou fonctionnels dans l'entreprise. Nous allons voir les trois typologies fondamentales qui existent, classiques si vous voulez, qui existent depuis le début. Il y a toujours eu trois grandes formes structurelles. Nous allons donc les présenter avant de présenter les nouvelles configurations qui ont été proposées par Henri Mintzberg avec l'évolution de l'environnement et de l'entreprise. Mais avant de commencer, il me semble important de faire un petit rappel de la distinction essentielle que vous devez absolument connaître entre les fonctions du management et les fonctions de l'entreprise. Donc j'avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, mais j'insiste parce que c'est très important. Donc les fonctions de management sont des fonctions horizontales. Ce sont les fonctions qui ont été identifiées par Henri Fayol. Donc Henri Fayol a identifié ces fonctions comme étant des sous-fonctions du management. Ces sous-fonctions-là sont la planification, l'organisation, la coordination, le leadership, Henri Fayol appelait ça le commandement, et enfin le contrôle. Donc, ces trois fonctions-là, ce sont des fonctions transversales, horizontales, c'est-à-dire elles incombent à tout manager. Tout manager, quelle que soit donc son activité, va devoir planifier son travail, l'organiser, coordonner entre les équipes, faire du commandement, c'est-à-dire motiver et avoir un certain leadership, et puis contrôler le travail qui a été fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions transversales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas propres à un métier en particulier. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre expertise, quelle que soit votre spécialité, vous devez absolument incarner le rôle de tout manager et donc assurer ces fonctions-là. D'accord ? Donc à l'opposé, nous avons les fonctions dites verticales. Ce sont les fonctions de l'entreprise ou ce qu'on appelle business functions, c'est-à-dire des fonctions qui sont propres à l'exécution d'un projet. Si j'ai un projet, je suis obligée de l'étudier techniquement, sa faisabilité technique, je suis obligée d'élaborer une stratégie commerciale pour ce projet, je suis obligée aussi de faire un montage financier pour ce projet et à chaque étape, il y a des experts qui vont s'en occuper. La fonction technique va regrouper des ingénieurs et des techniciens, la fonction commerciale va faire appel donc à des spécialistes du marketing et des spécialistes de la vente. La fonction financière va faire appel à des experts financiers. Donc ce sont des fonctions qui sont opérationnelles dans le sens où elles rassemblent une certaine expertise propre, donc il y a une certaine homogénéité dans la fonction technique, dans la fonction commerciale, dans la fonction financière. Donc elles sont homogènes, pas entre elles, mais à l'intérieur de chaque fonction va nécessiter un savoir-faire qui a une certaine homogénéité, d'accord ? Et donc on appelle ça donc les fonctions verticales et qu'on va opposer donc aux fonctions horizontale ou transversale. Donc ça c'est très important. Pourquoi je fais ce rappel? Parce qu'en fait la structure de l'entreprise
c'est ce qui va être élaboré, choisi. On choisit la structure de l'entreprise dans l'organisation. C'est-à-dire que lorsque j'étudie l'organisation, lorsqu'il faut que je m'organise, il faut que je choisisse une structure pour mon organisation, d'accord? Pour mon entreprise. Donc, parmi les fonctions du management, il y a l'organisation, n'est-ce pas? Et donc, cette organisation suppose que je choisisse une façon de me structurer, c'est-à-dire comment je vais découper le travail, comment je vais le coordonner. Ça, c'est l'organisation. Et donc, la structure, cet élément essentiel du management, c'est en réalité, il se rapporte à la fonction organisation des fonctions de management qui incombent à tout manager. Et donc c'est ce qu'on voit là tout de suite avec la définition donnée par Henri Mintzberg. Donc moi je suis adepte de la simplicité, je n'ai pas trouvé une définition plus simple, on ne peut pas faire plus simple je pense. Et donc Henri Mintzberg nous explique que la structure c'est l'ensemble des moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et pour assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. C'est-à-dire que d'une part on va découper le travail, ça c'est la première phase si vous voulez, et ensuite il convient de coordonner entre le travail qui a été fait de part et d'autre. Donc la structure, en gros, c'est ça. C'est l'ensemble des moyens que je vais déployer pour découper le travail en tâches précises et pour assurer une coordination entre ces tâches. Alors, il me semblait aussi important d'apporter un peu de théorie avant d'entrer dans le vif du sujet. Et la théorie qui est sous-jacente à la notion de structure, c'est la théorie de la contingence. À cet effet, je vous recommande de voir la vidéo que j'avais préparée sur la théorie de la contingence et les différents apports des théoriciens de la contingence. Donc c'est important pour comprendre la suite. Et donc cette théorie de la contingence, donc un petit rappel, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, dans la théorie de la contingence, les auteurs vont mettre le doigt, ils vont nous montrer, ils vont identifier les déterminants de la structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quels sont les critères qui vont influencer le choix structurel. C'est vraiment ça, la théorie de la contingence va faire un focus sur la structure et elle va identifier les différentes critères qui vont influencer le choix d'une structure pour l'entreprise. Alors quels sont ces critères? C'est ce qu'on appelle les déterminants, ou ce qu'on appelle aussi les facteurs de la contingence, parce qu'ils déterminent la structure. Donc ces facteurs sont à la fois issus donc à la fois de l'environnement externe et de l'environnement interne de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont issus de l'extérieur, de ce que l'entreprise ne peut pas contrôler, son environnement, mais aussi de ses manœuvres internes, des choix de l'entreprise, des caractéristiques internes de l'entreprise. Donc parmi ces facteurs de la contingence, au niveau interne, il y a l'âge. Donc bien sûr, l'âge va déterminer la structure, la taille. On ne se structure pas de la même façon selon que nous sommes une entreprise de 20 personnes, une entreprise qui va regrouper 100 ou 1000. Bien sûr, la structure ne peut pas se faire de la même façon. Il y a aussi la stratégie. La stratégie, c'est un choix de l'entreprise. Ce n'est pas un facteur externe, c'est bien un facteur interne. Et ça, c'est Chandler qui nous l'explique. Il nous explique que la stratégie va conditionner les choix structurels. Et que la stratégie n'est que la traduction opérationnelle de la stratégie qui a été choisie au niveau du management, au niveau donc des décideurs. Mais en réalité, d'autres études postérieures à Chandler vont démontrer que la stratégie et la structure donc partagent une relation dialectique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement qui influence quoi. Est-ce que c'est la stratégie qui influence la structure ou à l'inverse, c'est la structure qui influence la stratégie? Et en réalité, c'est les deux. C'est un petit peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est l'œuf qui vient de la poule ou c'est plutôt la poule qui vient de l'œuf? Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec la structure et la stratégie. D'un coup, la stratégie va être va dépendre de la structure
qui est adoptée, mais en même temps la structure et la traduction d'une stratégie qui est choisie. Donc la stratégie conditionne la structure et la structure conditionne aussi la stratégie. Donc les études l'ont bien montré. Il y a une relation dialectique. Le rapport au pouvoir aussi est un facteur interne qui va déterminer la façon dont la structure, dont l'entreprise se structure, la philosophie, les valeurs de l'entreprise. Donc tous ces critères-là, ce sont des critères internes qui vont influencer la structure de l'entreprise, mais il y a aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les autres facteurs qui sont issus de l'environnement externe, et notamment la technologie. La technologie va aussi influencer la manière dont l'entreprise va se structurer. L'environnement, sa nature, selon que nous sommes dans un environnement stable ou bien dans un environnement dit VUCA, VUCA qui est l'acronyme de volatile, incertain, complexe et ambigu, donc c'est en anglais, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Donc un environnement dit VUCA est un environnement instable qu'on va opposer à un environnement stable. Donc selon la nature de l'environnement, nous n'aurons pas forcément la même structure. Nous aurons une structure différente selon que l'environnement est stable ou instable. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à faire ce petit rappel, mais vous avez le détail dans la vidéo consacrée à l'école de la contingence. Alors, il est également important de comprendre les organes dans l'entreprise. En général, dans l'organisation, qu'elle soit entreprise ou institution, il y a toujours une sorte de dualité. Il y a ceux qui décident et ceux qui exécutent. D'accord? Donc ceux qui vont élaborer des stratégies et ceux qui vont mettre en œuvre ces stratégies. Donc ceux qui décident et qui élaborent des stratégies, on appelle ça donc des organes fonctionnels. Et ceux qui exécutent sont les organes opérationnels. En réalité, ces deux organes sont indissociables et complémentaires. Les organes opérationnels et les organes fonctionnels. Les organes fonctionnels vont donner les moyens, d'accord? Ce sont des organes supports. Ils vont soutenir les organes opérationnels. Ils vont leur fournir les moyens logistiques pour qu'ils puissent exécuter cette stratégie. Par exemple, ils vont leur donner les moyens financiers, les ressources financières, les ressources humaines, les ressources techniques dont ils ont besoin pour pouvoir exécuter et mener à bien leurs activités. Les organes opérationnels sont en fait concernent essentiellement la production et la vente. Parce qu'en réalité, ce sont les deux fonctions opérationnelles. Ce sont les deux fonctions qui sont directement en lien avec le terrain. On peut donc réfléchir à des stratégies dans des bureaux, on peut donc débloquer un budget. Tout ça, ça se fait dans des bureaux, c'est des réflexions, ce sont des réunions, etc. Mais ensuite, il faudra bien exécuter tout ça sur le terrain. Et sur le terrain, ça veut dire dans les ateliers de production, ça veut dire dans les usines. C'est là finalement où va être exécuté tout ce qui a été pensé au niveau stratégique dans les bureaux lors des réunions. D'accord? La même chose, lorsque le directeur marketing a élaboré une stratégie marketing, eh bien cette stratégie va être exécutée au niveau des agences commerciales, des magasins, etc., par les vendeurs, par les commerciaux. C'est eux qui vont réellement mettre en œuvre tout ce qui a été décidé en amont. D'accord? Donc les organes opérationnels sont essentiellement des organes, des activités productives et des activités commerciales. Les organes fonctionnels sont des supports, ils fournissent des moyens, essentiellement des ressources et des moyens pour permettre aux organes opérationnels de travailler dans de bonnes conditions et d'exécuter ces stratégies-là. Alors, à ces deux principaux organes, nous pouvons aussi ajouter les organes de conseil, ce qu'on appelle aussi l'état-major ou le staff ou encore la technostructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute organisation, il n'y a pas seulement les
les organes opérationnels, c'est-à-dire ceux qui exécutent des opérations terrain, et ceux qui leur donnent les moyens. Il y a aussi tous ceux qui vont élaborer les stratégies, qui vont planifier le travail, qui vont standardiser le travail, qui vont le contrôler, qui vont fournir des informations utiles à la décision. En général, ces organes de conseil, ce qu'on appelle aussi la technostructure, ne sont pas toujours des managers. Parfois, ça peut être des managers, comme dans le cas du marketing. Mais souvent, ce sont des experts, d'accord? Des experts qui vont fournir aux managers les informations nécessaires à la prise de décision. Donc, par exemple, les contrôleurs de gestion, les chargés d'études, ce sont des organes de conseil. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas un pouvoir de décision, mais ils ont un rôle de conseil. Donc, ces trois organes sont vraiment les trois organes qui vont interagir dans une entreprise. Alors, nous avons aussi, nous allons parler des critères de bureaucratisation versus flexibilité. Et en fait, dans ce point-là, j'aimerais présenter les trois critères qui ont été identifiés comme étant des critères qui déterminent le degré de flexibilité d'une entreprise. Ces critères sont la spécialisation, la formalisation et la coordination. C'est-à-dire, ces trois critères vont déterminer si l'entreprise est plus ou moins bureaucratique ou plus ou moins flexible. Alors, la spécialisation, qu'est-ce que c'est? C'est le mode et le degré de division du travail. Alors, le mode de division, le découpage de l'activité fait référence à la manière ou le critère que je vais choisir pour découper mon travail. Est-ce que, par exemple, je vais diviser le travail par fonction, par fonction verticale opérationnelle? Est-ce que je vais diviser le travail par marché? Est-ce que je vais m'organiser par marché, c'est-à-dire en imaginant que j'ai plusieurs marchés? Est-ce que je vais diviser le travail par produit? Donc ça, ce sont des choix de spécialisation. Donc, par fonction, par marché géographique, par produit. Mais on a dit la spécialisation, c'était le mode de division de travail, mais aussi le degré. C'est-à-dire quelle serait l'importance des niveaux hiérarchiques. Est-ce que j'aurai plusieurs niveaux hiérarchiques, ce qu'on appelle la chaîne de commandement? C'est-à-dire, est-ce que j'aurai un organigramme qui va être très vertical? Ça veut dire que j'ai plusieurs niveaux de hiérarchie. Donc ça aussi, c'est un choix. Ou alors, je vais peut-être plutôt privilégier un degré de spécialisation beaucoup plus horizontal, c'est-à-dire que j'aurai un organigramme qui sera plutôt horizontal, et dans ce cas, je n'aurai pas beaucoup de niveaux de hiérarchie. Il y en aura peut-être un seul, c'est-à-dire entre la direction et les services opérationnels, il n'y a qu'un seul niveau, mais par contre, j'aurai un éventail de subordination élevé, ce qu'on appelle aussi en anglais span of control, c'est-à-dire que moi, en tant que gestionnaire d'une équipe, superviseur, c'est-à-dire je suis l'intermédiaire entre la direction générale et les services opérationnels, donc moi, je préfère avoir un seul niveau au milieu, mais par contre, je dirige plusieurs équipes. Et donc, j'ai un éventail de subordination qui est important, et l'organigramme aura tendance à être plutôt horizontal. Donc, la spécialisation, elle va s'intéresser à ces questions de découpage de l'activité et des différents niveaux hiérarchiques que je vais choisir. La formalisation maintenant, donc la formalisation fait référence à la façon dont les fonctions, les rôles, les missions et les activités sont décrites. C'est-à-dire, il se peut que je sois très formalisée, dans le sens où tout est écrit, il y a des manuels de procédure, et il se peut que
j'adopte une manière plus flexible de définir les activités sans les écrire noir sur blanc. J'explique un petit peu ce qu'il faut faire, mais les tâches ne sont pas écrites noir sur blanc dans un cahier, et donc ce qui veut dire que le travail n'est pas très formalisé. Donc le degré de formalisation, c'est aussi un critère qui va déterminer le niveau de flexibilité de l'entreprise. Plus il y a des manuels de procédure et plus tout ce que vous devez faire est écrit noir sur blanc, moins vous aurez de marge de manœuvre, et donc il y a moins de flexibilité bien sûr. Vous ne pourrez pas prendre des initiatives. Mais plus nous sommes dans une entreprise qui n'écrit pas trop ce que vous devez faire, ce que vous devez faire n'est pas écrit à 100%, il y a une partie qui est écrite, mais il y a une grande partie qui n'est pas écrite, ça veut dire que vous avez une liberté, une marge de manœuvre, la possibilité de prendre des initiatives, et donc ça veut dire que l'entreprise n'est pas très formalisée. Enfin, troisième critère qui détermine le niveau de flexibilité, c'est la coordination. Donc la coordination, en réalité, elle fait référence au degré de centralisation. À quel point les décisions sont centralisées, à quel point les décisions sont décentralisées. Donc, bien sûr, plus on centralise les décisions, on peut imaginer que plus on sera formalisé et moins on sera flexible. Et plus on laisse de la marge de manœuvre, et donc plus le travail est décentralisé, et donc les décisions sont décentralisées, plus il y a de la liberté dans les différents autres niveaux hiérarchiques. Donc en fait, ces trois critères qui déterminent la flexibilité sont en réalité très liés. Lorsque vous avez une spécialisation par fonction, en général, ce sont des entreprises qui sont assez formalisées et où la coordination n'est pas très importante puisque tout est centralisé. Et plus nous sommes dans une structure où la division se fait par produit, ça veut dire qu'il y a des managers de produits plutôt que des managers fonctionnels, et donc ça veut dire que le travail n'est pas très formalisé puisque le manager de produit il a une liberté, et donc cela nécessite beaucoup de coordination puisque le travail est décentralisé. Donc en fait ce sont trois critères qui sont corrélés, qui sont vraiment corrélés pour déterminer le niveau de flexibilité au niveau de l'entreprise. Ces trois critères-là font que finalement l'entreprise elle aura soit tendance à être une entreprise bureaucratique, mécaniste, et elle aura une allure, sa structure aura une allure pyramidale. À l'inverse, la deuxième tendance, c'est la tendance donc flexible, ce sont des visions organiques de l'entreprise, et donc nous aurons un organigramme qui va être plutôt aplati, avec, comme je l'expliquais tout à l'heure, une chaîne de commandement qui est faible. Donc là, on voit qu'il y a un seul niveau hiérarchique entre la base opérationnelle et le top management, mais par contre, un span of control, c'est-à-dire un éventail de subordination assez important, c'est-à-dire que pour un manager, nous avons plusieurs équipes qui travaillent. Donc, on a dans une structure qui est flexible, l'organigramme aura tendance à être horizontal. Dans une structure qui est bureaucratique, l'organigramme aura tendance à être vertical et pyramidal. Donc voilà pour ce quatrième point. Donc nous allons à présent aborder la notion de liaison. Donc l'organigramme, qui dit organigramme dit liaison. Donc les liaisons peuvent être hiérarchiques, ce sont des liaisons verticales entre un chef et son subordonné, le chef hiérarchique, donc il y a une relation d'autorité. À partir du moment où on parle de relation hiérarchique, donc ça suppose une relation d'autorité entre un subordonné et son supérieur hiérarchique. Il y a des relations fonctionnelles. Les relations fonctionnelles sont des relations qui sont horizontales, c'est-à-dire en fait qui vont donc relier les différents managers fonctionnels. Par exemple, la relation entre un directeur marketing et un directeur financier, c'est une relation non pas hiérarchique, mais fonctionnelle.
c'est-à-dire il n'y a pas de relation d'autorité entre ces deux managers, mais il y a une relation fonctionnelle nécessaire à la coordination. Il y a absence d'autorité. Troisième type de relation, c'est la relation de conseil. La relation de conseil se distingue de la première par l'absence d'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité. Un agent de conseil, c'est quelqu'un qui vous conseille, mais qui ne vous donne pas d'ordre. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter ce qu'il vous dit. Donc il n'y a pas d'autorité. Donc elle se distingue par la première, par l'absence d'autorité, mais elle se distingue aussi de la seconde par l'absence de pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'un agent de conseil, ce n'est pas un décideur, ce n'est pas un manager. C'est quelqu'un qui va faire des recommandations, mais qui n'est pas dans une posture de décision. Donc voilà les trois relations que l'on peut avoir dans une entreprise. Alors, on arrive un peu au vif du sujet, là vraiment, quelles sont les différentes structures que l'on peut retrouver dans une entreprise. Et là, en fait, je vous ai mis les 5, mais si vous êtes attentif, si vous observez, les 3 premières structures, je les ai mis dans la même couleur. Et ensuite, on a la structure divisionnelle, la structure matricielle. Donc, si j'ai regroupé les 3 premières dans une même couleur, c'est parce qu'il y a une raison. En réalité, les 3 premières sont une seule et même structure. C'est ce qu'on appelle la structure fonctionnelle ou la firme en U. On a aussi cette appellation de firme en U. Ces 3 premières structures sont des structures en réalité qui sont fonctionnelles, dans le sens où le découpage se fait par fonction, tout simplement. Ce sont des entreprises qui sont divisées horizontalement en unités, d'accord, en unité opérationnelle. Elle repose sur un système qui est décisionnel, un système décisionnel centralisé, d'accord, un système décisionnel centralisé, une division des tâches et une spécialisation par fonction. En général, dans ces 3 premières structures, c'est la direction générale qui va prendre les décisions d'orientation générale de l'entreprise. Au niveau inférieur, on va retrouver les directions spécialisées par fonction, donc production, marketing, finance. Elles sont dirigées par des spécialistes du domaine concerné, par exemple la production par un ingénieur, le marketing par un directeur marketing et la finance par un expert financier. Et ce sont les 3 premières donc correspondent à une structure rationnelle, c'est-à-dire que l'idée ici, c'est de viser la rationalisation de la production. C'est la raison pour laquelle les 3 premières sont des structures où on va réaliser des économies d'échelle. Ce sont des structures où la production va se faire en centralisant la décision et en séparant l'exécution de la conception. Donc, on va voir les différentes nuances qu'il peut y avoir entre les 3, mais elles sont toutes les 3, elles se ressemblent par leur aspect fonctionnel, par leur aspect centralisé, d'accord, par le fait qu'elles font la différence entre ceux qui vont concevoir et ceux qui vont exécuter. C'est la raison pour laquelle je les ai mis dans la même couleur. Mais par contre, la structure divisionnelle et matricielle sont très différentes puisque le découpage n'est pas par fonction. Donc on va voir le détail de chacune de ces 5 fonctions. Alors donc voilà les structures fonctionnelles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les structures fonctionnelles, il y a la structure hiérarchique, il y a la structure fonctionnelle et il y a la structure hiérarchico-fonctionnelle. Elles partagent toutes le même type de spécialisation. Donc la structure hiérarchique, bon, avec des petites nuances, des petites différences que l'on va voir tout de suite. Donc la structure hiérarchique, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une structure classique pyramidale que vous connaissez. Donc regardez la différence ici avec la structure fonctionnelle, nous avons 2 liaisons hiérarchiques en plus, alors que dans la structure hiérarchique, il n'y a pas de liaison. Il y a une unicité de commandement. Donc la structure hiérarchique, telle que vous la connaissez et que vous la voyez
dans ce schéma, c'est la structure préconisée par Henri Fayol, c'est-à-dire qui est basée d'abord sur l'unicité de commandement. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire que, par exemple, le responsable du service après-vente ne peut avoir qu'un seul supérieur hiérarchique, c'est le directeur marketing et vente. Il ne peut pas dépendre aussi du DAF, directeur administratif et financier. Donc une structure hiérarchique, c'est une structure simple, mais qui est quand même assez rigide. Comme toutes les autres d'ailleurs, toutes les structures fonctionnelles se caractérisent par leur rigidité. Mais la structure hiérarchique, elle a quand même l'avantage de la clarté de la répartition des tâches, de la facilité de contrôle. Mais bon, puisqu'il n'y a pas, on ne dépend que d'un seul supérieur et qu'on ne prend pas l'avis des autres, cette structure a comme inconvénient d'amener à une mauvaise circulation de l'information, à une mauvaise coordination entre les fonctions et à un cloisonnement. D'accord? Alors maintenant, la structure fonctionnelle, ça c'est la structure qui a été proposée par Taylor, parce qu'elle se caractérise par une multiplicité de commandements. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je suis responsable achat, dans la structure classique, hiérarchique, je ne réponds aux ordres que de mon directeur de production, mais dans la structure fonctionnelle taylorienne, je dois aussi répondre aux ordres du DAF. D'accord? Donc, il y a l'avantage, c'est que ça améliore quand même l'efficacité, puisque je prends l'avis de deux fonctions, donc je suis plus performant, mais il peut y avoir aussi des problèmes de conflit. À cause de cette multiplicité de commandements, il peut y avoir un problème de conflit d'autorité, il peut aussi y avoir un problème de conflit des responsabilités, une mauvaise coordination. Si les deux ne sont pas d'accord, ça pose aussi un problème. Donc ça, c'est la structure fonctionnelle. Alors pour résoudre, pour remédier aux problèmes de la structure hiérarchique et de la structure fonctionnelle, on va adopter la structure staff and line, c'est-à-dire à la fois hiérarchique et fonctionnelle, ce qu'on appelle aussi la structure hiérarchico-fonctionnelle. Donc cette structure, comme les deux autres, reste une structure fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, on est toujours dans une structure centralisée, avec une division par fonction, avec un focus sur la réalisation de l'économie d'échelle et la rationalisation de la production, une séparation entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, donc on est toujours dans ce schéma, d'accord? Simplement, ici, au lieu d'avoir une dualité ou une multiplicité de commandements, on va plutôt avoir des conseillers. C'est-à-dire que nous avons le staff, le staff, ce sont les conseillers, et le line. Donc le line, c'est la ligne hiérarchique, et le staff, ce sont la technostructure, ce que Henri Mintzberg va appeler la technostructure. Ce sont un ensemble de conseillers dans des domaines précis qui sont rattachés au chef hiérarchique. Ici, par exemple, le conseiller va être rattaché au PDG et qui vont aider donc les managers ici, donc qui vont aider les managers à prendre des décisions. Donc ici, l'avantage de la structure staff and line, c'est qu'elle va combler les insuffisances des deux autres. Mais en même temps, elle a pour inconvénient d'augmenter les coûts. C'est-à-dire que c'est pas toujours le meilleur moyen, si vous voulez, de faire des économies d'échelle. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que la structure fonctionnelle classique, telle qu'elle a été conçue par Fayol ou par Taylor, pourquoi est-ce qu'elle a évolué vers une structure staff and line avec des conseillers? Et en fait, ça c'est l'évolution de l'environnement. L'évolution de l'environnement a fait que l'entreprise a été obligée d'adopter une structure où elle va faire appel à des conseillers qui vont en fait venir en aide aux directeurs fonctionnels, qui vont apporter une certaine expertise, puisque les directeurs fonctionnels n'ont pas le temps et ne sont pas qualifiés pour faire du contrôle, pour faire
de l'audit, parce qu'en fait les conseillers ce sont souvent des experts comme des contrôleurs de gestion, comme des auditeurs, comme des chargés d'études, donc ce sont vraiment des personnes qui ont une certaine expertise. Et un directeur fonctionnel, qu'il soit marketing ou qu'il soit financier ou qu'il soit directeur de production, il n'a pas le temps pour ça, ce n'est pas son métier. Donc on est obligé de recourir à d'autres personnes qui, eux, vont se charger de ça. Ils vont nous donner, ils vont nous fournir des informations, ils vont nous planifier le travail, ils vont faire du contrôle. Parce que moi, en tant que manager, j'ai pas le temps. Pour ça, je vais essayer plutôt de déléguer cette tâche à des conseillers qui, eux, ont vraiment un rôle de conseil. Et on voit ici la liaison. C'est une liaison en pointillé. Ils ont vraiment un rôle de conseil. Et donc, ils vont me venir en aide, mais sans autorité. D'accord, ça c'est très important à souligner, il n'y a pas de relation d'autorité, c'est-à-dire que les conseillers vont donner des recommandations, d'accord, mais ils ne vont pas du tout donner des ordres, c'est bien des recommandations parce que la décision reviendra toujours au directeur fonctionnel. Alors, les trois structures précédentes sont des structures fonctionnelles qu'on appelait aussi la structure ou la firme en U. U pour unité fonctionnelle, d'accord? La structure que vous avez devant les yeux, c'est la structure divisionnelle. Donc, si vous voulez schématiquement, on a l'impression que c'est la même chose, mais si vous faites attention, dans les cases, c'est pas du tout des fonctions que nous avons, mais ce sont des divisions. Alors ici, j'ai pris un exemple d'une division par marché géographique. Par exemple, je peux être une entreprise. J'opère dans plusieurs zones géographiques partout dans le monde et puis je peux décider de découper mon travail non pas par fonction mais par zone géographique. Et ici par exemple j'aurai la division Maroc, la division Europe, la division Moyen-Orient en supposant que je suis présent dans les trois marchés. D'accord? Et dans chacune des divisions, donc si vous observez ici, dans chacune des divisions vous avez des directions fonctionnelles. Donc pour chacune des divisions, des directions fonctionnelles. Donc on peut dire qu'en fait, cette forme structurelle se caractérise par une certaine autonomie au niveau des divisions. Alors ici, j'ai pris un exemple d'un découpage par zone géographique, mais je peux très bien faire un découpage par produit, par exemple. Imaginons que j'ai plusieurs types de produits ou plusieurs domaines d'activité stratégique, que j'opère par exemple dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de l'enseignement et dans le secteur de la distribution. Je peux choisir non pas de faire un découpage par division géographique, mais par domaine d'activité. Donc comme vous pouvez l'imaginer, adopter cette structure divisionnelle ne peut être l'apanage que de grandes entreprises qui ont soit plusieurs marchés, soit plusieurs domaines d'activité stratégique. Donc ce sont en général des entreprises qui sont grandes, qui ont plusieurs activités, d'accord, ou plusieurs marchés. Ce n'est pas l'apanage des petites entreprises, parce qu'en fait les divisions, les structures fonctionnelles que nous avons vues sont très adaptées aux entreprises classiques, c'est-à-dire celles qui étaient concentrées sur un seul type d'activité. C'est la raison pour laquelle elles peuvent se permettre d'avoir un découpage par fonction, parce que de toute façon, elles ne sont présentes que dans un seul marché, elles ne fabriquent qu'un seul produit, et donc elles concentrent toute leur énergie sur ce produit-là, et elles essayent de faire des économies d'échelle. Or ici, c'est pas du tout la même chose. Avec la structure divisionnelle, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une structure qui est adaptée aux entreprises qui sont présentes dans différentes zones géographiques ou qui ont plusieurs activités ou plusieurs produits. Donc ce sont de grandes entreprises. Elles sont fondées donc sur un découpage par activité, cette activité étant une unité homogène et autonome, qu'elle soit marché géographique ou produit. Donc chaque division, comme vous pouvez le voir, répond aux besoins de son marché et elle va regrouper à elle seule toutes les fonctions. Donc chaque division va bénéficier, si vous voulez, de toutes les fonctions verticales opérationnelles. D'accord ? Et donc bien sûr, donc parmi les avantages de cette structure divisionnelle, c'est l'autonomie et la flexibilité que l'on peut
vivre lorsqu'on travaille lorsqu'on est manager dans ce type de structure. On a une certaine autonomie. D'accord, et il y a une certaine flexibilité puisque je peux abandonner un marché sans perturber le reste de la structure, par exemple. Mais bon, bien sûr, tout modèle structurel comporte aussi des inconvénients. Donc cette structure divisionnelle, elle a pour inconvénient le fait qu'elle coûte cher. D'un point de vue du coût, ça coûte beaucoup plus cher de se structurer en division plutôt qu'en fonction. Donc on a plutôt une déséconomie d'échelle. Et puis il y a aussi un risque de conflit entre les différents directeurs divisionnels. Par exemple, moi, si je suis directeur de la division Maroc, je peux par exemple demander au président directeur général de me donner un budget plus important que le directeur de la division Europe. D'accord? Donc il peut y avoir un conflit puisque chacun a une certaine autonomie et chacun travaille si vous voulez, en autonomie par rapport à l'autre, parce que chacun a un marché à gérer, et donc il peut y avoir des conflits de priorité entre les différents chefs divisionnels. Cette structure divisionnelle, c'est ce qu'on appelle la firme en M. Contrairement aux structures fonctionnelles, les trois qu'on a vues précédemment, l'évolution ne se fait pas forcément au niveau de la fonction. C'est-à-dire que par exemple, dans les divisions fonctionnelles, dans la structure fonctionnelle, quand je dois évoluer, je ne peux évoluer que dans ma fonction. Si je travaille dans la fonction RH, eh bien mon évolution ne peut se faire que dans la fonction RH parce que c'est très cloisonné comme structure, hein, les structures fonctionnelles. Par contre, dans la structure divisionnelle, je peux, puisque j'appartiens à une seule division Maroc et puis j'ai toute une équipe de fonctions, j'ai toutes les fonctions présentes dans cette division-là, donc je peux avoir une autre forme d'évolution. Je peux être dans la vente et passer à la production ou plutôt au marketing. Je peux être dans la DAF et passer à la vente. C'est possible. Donc elle favorise l'accession au pouvoir des financiers et des commerciaux au détriment des autres. Elle accorde une très grande place au marketing. En général, la structure divisionnelle va accorder une très grande place au marketing parce qu'en fait, la logistique et le support, il est plus ou moins le même. Mais lorsque vous dites à votre directeur, à votre PDG, à votre patron, lorsque vous lui dites « confiez-moi le marché Maroc, confiez-moi le produit X », ça veut dire que vous allez devoir élaborer votre propre stratégie. Et donc forcément, cela repose beaucoup sur le marketing. D'accord? Donc voilà, c'est une conception c'est une conception de l'entreprise qui est assez peu standardisée, qui est adaptée à un certain type de firmes qui ont une taille assez importante et donc qui impose un petit peu ce genre de structure. Enfin, la structure matricielle, c'est un mix entre les trois premières, c'est-à-dire un mélange entre la division fonctionnelle et la division divisionnelle, si vous voulez. La structure fonctionnelle, un découpage par fonction et un découpage par division. Donc elle allie les deux. Dans la structure matricielle, vous avez les deux, un découpage par fonction et un découpage par division, puisque vous avez des directeurs fonctionnels. Donc ici, si vous êtes à ce niveau, vous répondez à l'autorité du directeur fonctionnel, directeur marketing, mais aussi du chef de projet qui est en fait une sorte de chef divisionnel. Donc on peut dire que la structure matricielle repose sur le principe de dualité de commandement, puisque chaque employé dépend tout à la fois du chef de projet et de son responsable fonctionnel. Donc elle met l'accent beaucoup plus sur la performance collective et elle est beaucoup plus flexible parce qu'en fait, ici, il y a un découpage par projet. Elle est adaptée, c'est une structure qui est adaptée adaptée aux entreprises qui fonctionnent par projet.
C'est-à-dire que lorsqu'on en a terminé, il y a toute cette ligne qui va disparaître ou alors on remplace ce projet par un autre. Donc elle n'est pas adaptée à toutes les formes, à toutes les organisations. Elle est adaptée vraiment à un certain type d'organisation qui fonctionne par projet, comme par exemple toutes les entreprises de génie civil. Adoptent beaucoup cette forme de structure. Elle exige beaucoup de collaboration et de communication entre les membres, comme on peut l'imaginer, mais elle peut aussi générer énormément de difficultés de coordination. Donc, comme tout modèle, donc elle a ses avantages et ses inconvénients, mais elle reste quand même adaptable à un certain type d'entreprise qui fonctionne par projet. Alors maintenant qu'on a vu les différentes structures classiques, les configurations classiques, donc différentes typologies, il est temps de passer au modèle proposé, aux configurations proposées par Henri Mintzberg. Donc Henri Mintzberg a proposé une analyse de l'organisation en mettant en lien ce qu'il identifie comme étant les 6 composantes principales dans l'organisation. Ici, il n'y en a que 5, d'accord, mais donc je vais vous expliquer. Alors, quelles sont ces 6 composantes? Alors, la première, elle est abstraite, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise, c'est l'idéologie. Donc, l'idéologie, la philosophie générale de l'entreprise, c'est la première composante. Et puis, il y en a 5 autres, c'est les plus importantes. Donc, il y a le sommet stratégique ou la stratégie. Il y a la ligne hiérarchique, ou ce qu'on appelle aussi l'encadrement intermédiaire, le centre opérationnel, qui est à la base de la pyramide, l'équipe support, ou le support logistique aussi, on appelle ça aussi le support logistique, et enfin la technostructure. Donc l'idéologie, comme on peut l'imaginer, correspond à l'ensemble des traditions, aux valeurs, aux normes, aux croyances, au style de management dans l'entreprise. Le sommet stratégique, il est composé du top management, des cadres dirigeants qui vont définir les buts et les objectifs de l'entreprise et ses grandes orientations générales. L'encadrement intermédiaire, ou ce qu'on appelle aussi la ligne hiérarchique, elle est constituée de tous les cadres opérationnels, ce sont les cadres opérationnels, donc production et vente, qui sont chargés de diriger les équipes de travail directement productives dans le centre opérationnel. Donc ils vont assurer donc la coordination entre les membres du sommet stratégique et ceux du centre opérationnel. C'est la raison pour laquelle on les appelle l'encadrement intermédiaire. Alors pour cela, ils vont recourir à plusieurs mécanismes de coordination qui ont été aussi définis par Henri Mintzberg. Ces mécanismes de coordination sont l'ajustement mutuel qui désigne le flux de communication informel qui s'établit donc en cours d'exécution du travail. Donc en fait, il s'agit des différentes communications entre les employés qui occupent les positions dans les centres opérationnels et leurs encadrants. Donc en fait, il s'agit juste de flux de communication. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la supervision directe. Donc c'est une coordination par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, c'est-à-dire que le supérieur hiérarchique va directement superviser le travail. Il y a ensuite la standardisation des méthodes, et là, c'est un mécanisme de coordination qui est beaucoup plus formel, qui est très formalisé. Ça passe par les manuels de procédure, par exemple, l'établissement de règles précises pour l'exécution d'une tâche. Donc voilà, 3 mécanismes qui vont servir de coordination, l'ajustement mutuel, donc communication informelle, comme par exemple lorsque vous envoyez un mail ou vous parlez sans réunion, sans rapport, la supervision directe
c'est-à-dire des explications, des réunions, etc. Et puis la standardisation qui, elle, passe par des réunions avec des rapports, des manuels de procédure, etc. Donc l'encadrement intermédiaire aura pour rôle d'assurer cette coordination entre la stratégie et l'opérationnel. D'accord. Donc nous avons parlé donc de la stratégie, du sommet stratégique, de l'encadrement intermédiaire, et donc là nous allons parler donc du centre opérationnel. Donc ça je l'ai déjà expliqué. Donc le centre opérationnel donc regroupe l'ensemble des membres de l'organisation qui exécutent des tâches opérationnelles. Donc en général ça va être la production, donc dans les ateliers, ou bien la vente dans les circuits de distribution. Et nous avons deux autres composantes très importantes qui sont l'équipe support, ou ce qu'on appelle aussi le support logistique. Ce sont des services qui ne participent pas directement à la production, mais qui vont fournir, donc comme je l'ai dit, un soutien au reste de l'organisation. Par exemple, la cafétéria, la restauration, le gardiennage, le transport. C'est très important pour la bonne marche de l'entreprise, mais ça n'entre pas dans le management. Alors parfois, dans les équipes support, on va aussi inclure tout le support, toutes les ressources humaines et ressources financières. Mais ça dépend donc de l'entreprise. Parfois, la finance et la DAF, c'est-à-dire la finance et les ressources, le budget et les ressources humaines seront considérés comme faisant partie de l'équipe support, mais pas toujours. Ensuite, il y a la technostructure, et là c'est un concept très important. Il a été développé déjà par un économiste qui s'appelle Galbraith. Donc cet économiste-là va parler de la technostructure en nous expliquant qu'en réalité les managers, parce qu'autrefois en fait les managers c'était les patrons de l'entreprise, il va nous expliquer avec l'évolution de l'environnement, les patrons de l'entreprise, les actionnaires et qui étaient aussi des managers, ne sont plus en mesure, comme c'était le cas avec Henry Ford par exemple, Taylor, etc. Il va nous expliquer qu'avec l'évolution de l'environnement et la complexité de cet environnement, les propriétaires de l'entreprise et les managers dans l'entreprise ne sont pas toujours en mesure de prendre des décisions parce qu'ils opèrent dans des environnements très complexes, et donc ils ont besoin de déléguer la décision à la technostructure. La technostructure étant donc un ensemble d'experts, donc un système d'experts qui sont formés et qui sont plus à même de prendre des décisions plus raisonnables et plus justes. Et donc finalement, même s'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, ce sont des technocrates qui, de par leur formation et de par leur expertise, finalement, ils détiennent plus le pouvoir que les propriétaires de l'entreprise eux-mêmes. Donc ça, c'est la vision c'est de là que vient le terme technostructure d'ailleurs, c'est la vision économiste de la chose, mais ici, en management, Henry Mintzberg va donc désigner technostructure un ensemble d'experts et d'analystes qui vont fournir une information, très importante pour que les managers puissent décider. Ces experts sont par exemple les contrôleurs de gestion, les auditeurs, les chargés d'études, d'accord, les chargés d'études marketing par exemple. Donc toutes ces personnes ont une formation spécifique dans des domaines particuliers, et ils vont faire des analyses, ce sont des analystes, ils vont faire un certain nombre d'analyses et ils vont fournir des rapports qu'ils vont donc soumettre à la direction générale mais aussi aux managers, pour que ces derniers puissent prendre une décision en connaissance de cause. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces managers-là n'ont ni l'expertise, ni le temps pour faire ces rapports, pour faire ces analyses. Donc, ils vont s'appuyer sur l'analyse qui est faite par la technostructure. Donc, voilà plus ou moins le schéma
que nous propose Henri Mintzberg, ou plutôt les composantes proposées par Henri Mintzberg pour comprendre comment l'entreprise va se structurer. Donc elle va se structurer en fonction de l'importance de ces composantes dans l'organisation. Donc à partir de là, Henri Mintzberg va proposer plusieurs types de structures en fonction donc de l'importance des 5 éléments que nous venons de voir dans la structure. Donc la première, c'est ce qu'il appelle la structure simple. C'est une structure entrepreneuriale, c'est-à-dire lorsque c'est une petite entreprise, une petite PME où nous avons un patron. Donc c'est la première, celle que vous voyez ici. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'équipe support ni d'équipe de technostructure, mais un grand centre opérationnel. Donc c'est la plus ancienne des structures, elle se caractérise par le fait qu'elle a un propriétaire dirigeant qui prend les décisions stratégiques, mais qui supervise lui-même aussi l'exécution de ces stratégies au niveau opérationnel. Bien sûr, c'est une structure qui est adaptée aux entreprises de petite taille. Elle est assez flexible, elle est peu développée, donc, et comme je l'ai dit, pas de technostructure ni de support logistique, puisque ce sont 2 fonctions qui vont être assurées par le patron lui-même. La deuxième type de structure, c'est la structure mécaniste. Cette structure mécaniste, c'est une entreprise, en fait, c'est l'entreprise classique que nous connaissons. Donc une entreprise importante, mais classique. Elle se caractérise par la coexistence de l'ensemble des 5 composants. On peut imaginer qu'il y a des tâches opérationnelles routinières. D'accord. Donc la formation, elle est peu développée ici. Comme il a toujours été le cas dans les structures mécanistes, il y a une distinction qui est nette entre la ligne hiérarchique, la technostructure et le support logistique. En général, donc, elle est adaptée aux entreprises de grande taille, mais qui évoluent dans des environnements stables. D'accord? Elle est adaptée, c'est vraiment le genre de structure que l'on trouve dans l'administration publique. Les administrations ne travaillent pas dans un contexte de concurrence, ni dans un contexte instable. Il peut y avoir bien sûr des changements au niveau de l'environnement, mais ces changements n'impactent pas réellement le travail de l'entreprise. Et donc c'est vraiment la structure mécaniste est une structure qui est adaptée aux administrations publiques. Il y a ce qu'on appelle donc la structure divisionnalisée, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. En fait, c'est une structure, comme vous pouvez le remarquer, où il y a, dans le centre opérationnel, il y a différentes petites structures mécanistes. Donc en fait, ce n'est rien d'autre que la fameuse forme en M, ou structure divisionnelle que nous avons vue dans les configurations classiques. Donc c'est une organisation par division, cette division pouvant être une zone géographique ou bien un produit ou un domaine d'activité stratégique. Donc on peut imaginer que chacune de ces divisions travaille dans une sorte d'autonomie, mais elles sont quand même soumises à un système de contrôle de performance au niveau central. Donc elle est décentralisée, mais il y a ici, comme on peut le voir, un support logistique assez important, donc parce qu'en fait le support logistique il est le même, c'est-à-dire qu'en fait il va intervenir de la même manière au niveau de toutes les divisions. Par contre on a une faible technostructure, parce qu'en fait la technostructure ne peut pas intervenir pour des divisions qui sont différentes, puisque c'est un ensemble d'experts qui va apporter un soutien au manager. Or ici, nous avons des divisions différentes, donc on peut imaginer pourquoi la technostructure ici elle est faible, parce qu'en fait il y a une technostructure pour chacune des divisions. Donc on n'a pas besoin d'en développer une ici qui va être importante, puisque chaque division possède sa propre technostructure.
Ensuite, il y a la bureaucratie professionnelle. Donc, cette bureaucratie professionnelle, si vous observez bien, elle se caractérise par un grand centre opérationnel, un support logistique important, mais très peu de technostructure. Même le sommet stratégique, il est assez faible. En fait, à la base de cette bureaucratie professionnelle, il y a des opérateurs qui sont très qualifiés. Ils sont eux-mêmes, en fait, la technostructure se situe au niveau de la base, parce qu'en fait, ce sont eux-mêmes des experts. Ce sont des professionnels qui possèdent beaucoup d'autonomie, une grande qualification. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise comment ils doivent travailler. Ils n'ont pas besoin que des experts leur fournissent des études ou des analyses, parce qu'ils sont eux-mêmes experts. Donc c'est une forme structurelle que l'on va beaucoup retrouver dans des entreprises où le centre opérationnel nécessite des personnes hyper qualifiées. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les cliniques, les hôpitaux. Qui est-ce qui fait le travail du soin? Ce sont les médecins. Donc ce sont des personnes très qualifiées. C'est pareil, c'est une structure qu'on va retrouver dans toutes les autres professions libérales. Par exemple, dans un grand cabinet d'avocats, eh bien c'est qui fait le travail de la défense, qui fait le travail du terrain? Ce sont des avocats qui sont experts, qui sont déjà suffisamment qualifiés, on n'a pas besoin de les encadrer. Et on retrouve aussi cette structure au niveau, par exemple, des bureaux d'études, où on va avoir des ingénieurs qui vont faire des études techniques. Ces ingénieurs sont déjà suffisamment qualifiés, ils sont déjà des technocrates, ils n'ont pas besoin qu'on les encadre ou qu'on leur fournisse une technostructure. Par contre, dans les trois cas, que ce soit les hôpitaux, que ce soit un cabinet d'avocats, que ce soit aussi des ingénieurs ou même l'université aussi, c'est pareil, qui est-ce qui fait le travail au niveau opérationnel? Ce sont des enseignants qu'on n'a pas besoin d'encadrer. Mais dans tous ces cas-là que je viens de citer, il y a toujours un support logistique important. Un médecin, pour faire son travail dans une clinique, il a besoin de beaucoup de moyens. Pareil pour les ingénieurs, pareil pour les enseignants, pareil pour les avocats. On a besoin d'avoir un support logistique important pour pouvoir bien travailler. On a besoin d'avoir des locaux, un restaurant par exemple. On a besoin aussi d'avoir des moyens, d'investir dans des moyens, des amphis, donc des moyens vraiment, des ressources techniques, financières, un grand support logistique pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. La dernière que j'aimerais, en fait, Henri Mintzberg a aussi parlé de l'organisation missionnaire et de l'organisation politique. Je n'en parle pas puisque nous sommes dans un cadre de management de l'entreprise, et donc je vais m'arrêter au niveau de cette dernière structure qui a été identifiée, présentée par Henri Mintzberg, qui est la structure innovatrice ou l'adocratie, ce que Henri Mintzberg appelle l'adocratie. Donc la structure adocratique est une structure qui est basée sur l'innovation. C'est une structure qui est capable, qui favorise l'innovation. Donc c'est une structure qui est plate, qui est bien sûr complètement décentralisée. On voit que la technostructure et le sommet stratégique sont pratiquement constituent un ensemble uni et homogène. Donc ce sont des équipes d'experts, d'accord, qui eux-mêmes sont eux-mêmes experts et qui vont être en mesure de proposer donc des projets innovants. Ils ont une capacité d'adaptation. Ils sont parfaitement aptes à se restructurer s'il le faut lorsque un projet n'aboutit pas, ou s'il faut abandonner un projet, ou si un projet est terminé et qu'il faut en lancer un nouveau. On a vraiment besoin d'être très flexible et de s'adapter aux opportunités qui s'offrent à nous dans l'environnement. Et donc c'est une
c'est une structure qui est très flexible et qui est adaptée à toutes les entreprises qui ont besoin de saisir des opportunités, qui ont besoin d'être dans une innovation, qui ont besoin de s'adapter vraiment. Donc elle est très appropriée aux entreprises qui opèrent par exemple dans des secteurs innovants comme le secteur de l'informatique, comme le secteur des laboratoires pharmaceutiques, de la chimie. Tout ça, ce sont des secteurs où il y a une technologie la technologie avance très vite dans ces secteurs-là, et donc on a vraiment besoin d'avoir une structure capable de se réadapter facilement à la technologie, mais aussi elle-même d'être elle-même partie prenante de cette technologie, d'être elle-même productrice d'innovation. Donc voilà, elle est adaptée à ce genre de structure, elle est adaptée aux startups aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les configurations de Milsberg, et j'arrive aussi à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi dans une vidéo unique à vous faire le panorama de toutes les structures, mais aussi de toutes les notions importantes qu'on doit connaître lorsqu'on s'intéresse à la structure de l'entreprise. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Mais bien sûr, vous pouvez toujours, si vous avez des éléments que vous souhaitez que j'explique davantage ou s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à faire des commentaires et je réagirai.